Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission à Erevan, capitale de l'Arménie, d'où l'on voit une montagne située en Turquie, de l'autre côté de la frontière, le mont Ararat. Dans la Bible, l'arche de Noé s'y arrête après 7 mois de déluge. 40% des Arméniens vivent à Erevan et la population a encore augmenté depuis que les Arméniens de la région séparatiste du Haut-Karabakh s'y sont réfugiés, chassés par les Azerbaïdjanais. Après des mois de conflit, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a choisi de pacifier ses relations avec Bakou, quitte à leur céder du territoire. Certains dénoncent un renoncement à une nouvelle menace existentielle qui pèserait sur l'Arménie. L'occasion pour nous de revisiter l'histoire d'un pays, d'un peuple, les Arméniens, malmenés par l'histoire. Sortons nos cartes. L'actuelle République d'Arménie se situe en Asie occidentale. Elle a pour voisins la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. C'est un État enclavé situé sur un plateau, le plateau arménien, cerné par de hautes chaînes de montagnes, le Caucase au nord-est, les Alpes pontiques au nord-ouest, l'arc du Taurus et le Zagros au sud. Le relief intérieur du plateau arménien est constitué de hauts massifs montagneux, au premier rang desquels, on l'a dit, le mont biblique Ararat, qui culmine à 5165 mètres. 90% du territoire de l'Arménie actuelle se situe au-dessus de 1000 mètres. Malgré une situation géographique qu'on pourrait juger difficile, l'Arménie a su tirer profit de sa position de carrefour entre Orient et Occident pour développer une culture très riche et traverser les siècles malgré les appétits féroces de ses voisins. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La présence des Arméniens dans la région en tant qu'entité culturelle et politique remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. On trouve leur délégation en bonne place dans les bas-reliefs de l'antique Persépolis. En 95 avant Jésus-Christ, grâce au roi Tigrane II, l'Arménie accède à un statut autonome et étend ses frontières de la Méditerranée à la Caspienne. Mais cette extension n'est pas du goût de Rome qui, dès 65 avant Jésus-Christ, impose à l'Arménie de devenir un protectorat romain. Durant les siècles qui vont suivre, le pays va régulièrement perdre son autonomie et passer aux mains de ses puissants voisins. L'Empire parthe, puis les Romains, les Perses sassanides et enfin les Arabes. C'est sous la domination de ces derniers que l'Arménie retrouve une certaine indépendance en devenant un émirat, puis un royaume autonome en 825. L'Arménie est alors un bastion chrétien en terre d'islam, le roi Tridate ayant fait de l'Arménie le premier État chrétien du monde en se convertissant en 301. Au début du XIe siècle, suite à l'invasion de la région par les Turcs seldjoukides, les Arméniens s'exilent massivement vers l'Europe et l'Anatolie, où ils fondent le royaume de Cilicie. Ce déplacement leur permet de s'allier aux croisés, partis libérer Jérusalem, un lien Europe-Arménie qui perdure encore aujourd'hui. Mais en 1375, la contre-attaque des Mamelouks turcs venus de Syrie et d'Égypte met fin au rêve d'indépendance des Arméniens, qui, suite aux rivalités entre l'Empire ottoman qui émerge et l'Empire perse, vont se retrouver une nouvelle fois séparés en deux communautés distinctes. À partir du XIXe siècle, un nouvel empire entre en jeu qui va compliquer la donne, la Russie. En s'emparant du Caucase, elle chasse 500 000 musulmans, tchétchènes et circassiens vers l'Empire ottoman. Des exilés qui vont s'en prendre à la paysannerie arménienne, qui vit dans les provinces ottomanes, et participer aux massacres qui vont frapper la population arménienne. Des massacres qui deviennent systématiques avec l'accès au pouvoir du sultan turc Abdülhamid II. Entre 1894 et 1896, plus de 300 000 Arméniens sont massacrés, avec la complicité tacite de l'allié allemand. 1915, profitant du déclenchement de la Première Guerre mondiale, le gouvernement turc va plus loin dans le nettoyage ethnique du plateau arménien, en organisant déportations et massacres systématiques. Entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens périssent, un génocide non reconnu à ce jour par la Turquie. 1917, la révolution bolchevique va donner la possibilité aux populations du Caucase de s'autonomiser. 3 républiques vont voir le jour, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais si les populations arméniennes du Caucase accèdent à une certaine souveraineté, la plus grande partie de la population arménienne vit encore dans les provinces ottomanes.
Des provinces auxquelles les soviétiques renoncent définitivement lorsque les nationalistes turcs de Mustafa Kemal accèdent au pouvoir. Moscou préfère en effet une alliance avec Ankara à l'émergence d'une république arménienne forte, dominée par un courant bolchevique minoritaire. Kars, Ardahan et Igdir, avec la cité d'Ani et le mont Ararat, deviennent des territoires turcs. La province de Javakheti, peuplée de 72% d'Arméniens, est attribuée à la Géorgie, tandis que le Nakhitchevan, peuplé à 50% d'Arméniens, est attribué à l'Azerbaïdjan par Moscou afin d'assurer son approvisionnement en pétrole azerbaïdjanais. Reste le Haut-Karabakh, peuplé à 94% d'Arméniens, qui obtient un statut autonome. Mais Staline, avec machiavélisme, en confie le contrôle aux Azerbaïdjanais. Et ce redécoupage voulu par Moscou dans tout le Caucase s'est évidemment accompagné d'importants transferts de population qui ont lesté le développement de la plus petite des républiques soviétiques et sont à l'origine du conflit qui oppose la République d'Arménie à l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'on va voir maintenant. 1991, après 70 ans d'une tutelle soviétique qui a exercé une répression féroce contre l'Église et le nationalisme arménien, la République d'Arménie devient indépendante. Le Parlement régional de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, qui réclame depuis 1988 son droit à l'autodétermination et son rattachement à l'Arménie plutôt qu'à l'Azerbaïdjan, proclame son indépendance. Bakou envoie ses troupes pour garder le contrôle du territoire, mais les forces arméniennes du Haut-Karabakh contre-attaquent et établissent une continuité territoriale avec l'Arménie. Un statu quo diplomatique s'installe au profit de l'Arménie en 1994. Mais ce supposé avantage va se révéler extrêmement coûteux pour le pays, car la Turquie exerce un blocus en soutien à son allié azerbaïdjanais. Blocus qui pousse l'Arménie à se rapprocher de son ancienne tutelle russe, dont elle devient dramatiquement dépendante. À ce blocus s'ajoute une course à l'armement qui appauvrit l'Arménie, contraignant de nombreux habitants à l'exil. Entre 700 000 et 1,3 million d'Arméniens ont quitté leur pays depuis 1991. Ils viennent s'ajouter à l'importante diaspora arménienne éparpillée dans le monde entier. Une diaspora qu'on estime à 7 millions d'individus quand la République d'Arménie ne compte que 3 millions d'habitants. L'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000 permet aux Arméniens de maintenir un statu quo sur le Haut-Karabakh sur fond de conflits larvés avec l'Azerbaïdjan. Mais en 2020, Bakou, pariant sur un affaiblissement de Poutine, passe à l'offensive avec le soutien des troupes turques, ainsi que des unités pakistanaises, des mercenaires islamistes syriens recrutés par les Turcs, et surtout avec l'aide de drones israéliens qui vont donner l'avantage aux militaires azerbaïdjanais. En entrant dans ce conflit, Ankara entend ouvrir un foyer de déstabilisation dans le Caucase du Sud afin de pousser la Russie à négocier des zones d'influence comme en Syrie. Et peut-être à terme concrétiser un projet de pipeline passant par le sud de l'Arménie. Le but de Tel Aviv, qui entretient d'excellents rapports avec l'Azerbaïdjan depuis la chute de l'URSS, est double. Sécuriser le pétrole qu'elle achète à l'Azerbaïdjan, soit environ 40% de ses importations, et renforcer sa pression sur l'Iran en se rapprochant de sa zone d'influence, l'Iran partageant 600 km de frontière avec l'Azerbaïdjan. Téhéran, qui voit d'un mauvais œil cette présence israélienne à ses portes, a mis en garde contre toute ingérence étrangère dans le conflit arméno-azerbaïdjanais. Mais une action militaire de l'Iran contre l'Azerbaïdjan reste peu probable, car environ 20 millions d'Azéris vivent en Iran. Leur velléité de rattachement à l'Azerbaïdjan pourrait sérieusement déstabiliser Téhéran. Entre 2020 et 2023, Bakou prend le contrôle de 200 km² de territoire, tout en exerçant une pression constante contre les habitants du Haut-Karabakh. Tirs de snipers, blocus énergétiques et de vivres de première nécessité. L'allié russe, qui possède pourtant des troupes sur place, laisse faire. Un laisser-faire qui s'apparente à une démission pure et simple avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Poutine a besoin de l'intégralité de ses troupes et de préserver ses relations avec Bakou, par où transite discrètement son pétrole vers l'Europe pour échapper aux sanctions occidentales. En septembre 2023, le gouvernement autonome du Haut-Karabakh tombe, abandonné par Erevan. La quasi-totalité de sa population, soit 100 000 personnes, prend la route de l'exil.
Fragilisée, devant faire face à de nouvelles revendications de Bakou dans la région du Tavouche, sans l'aide de la Russie, l'Arménie cherche de nouveaux alliés et se tourne vers l'Union européenne, où vit une part importante de sa diaspora, vers l'OTAN en menant des manœuvres avec les États-Unis, mais aussi plus étonnamment vers l'Inde ou vers l'Iran. Car New Delhi, voilà une façon de contrer son ennemi pakistanais qui a soutenu l'Azerbaïdjan lors de son offensive contre l'Arménie. L'Iran, de son côté, où vit une importante communauté arménienne depuis le XVIe siècle, voit dans ce rapprochement une opportunité de rompre son isolement économique et surtout de contrer le rapprochement entre Erdogan et Aliyev, qui rêvent d'une jonction turco-azerbaïdjanaise via le Nakhitchevan. Alors dans ce contexte, les Européens sont-ils aux côtés de l'Arménie? Si l'Union européenne aide Erevan par divers moyens, il n'y a pas eu de sanctions de l'UE contre Bakou lors des crises du Haut-Karabakh. Pour certains analystes, cela s'explique notamment par la dépendance des 27 au gaz azerbaïdjanais, particulièrement depuis la guerre en Ukraine et le sevrage des hydrocarbures russes. Nous avons préparé avec lui cette émission. Le chercheur Tigran Yegavian signe cette géopolitique de l'Arménie, préfacée par Gérard Chalian. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, retrouvez l'ensemble de nos vidéos sur nos réseaux sociaux et sur arte.tv. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.